Donc bonjour à tous et meilleurs vœux à tout le monde pour cette nouvelle année 2025. Là, par défaut, donc le webinaire est enregistré. Les micros des participants sont coupés. J'ai prévu malgré tout de pouvoir répondre à vos questions, hein, en espérant qu'il y en ait éventuellement, en faisant 2 temps de réponse et questions durant lesquels on pourra ouvrir les micros, ou sinon vous pouvez poser vos questions dans le chat. Donc une première séquence de questions-réponses après le volet sur le cadre financier pluriannuel, et puis ensuite, à la fin de la présentation, sur la future PAC. Donc là, je pense, Céline, tu me confirmes, on voit bien mon écran? Très bien, oui. Ok, d'accord. J'imagine que vous avez tous entendu parler des propositions qui ont été faites par la Commission européenne sur le futur budget de l'Union européenne pour la période 2028-2034 et pour la future PAC qui devrait démarrer aussi à partir de 2028. C'est la période 2028-2034 succède à la période budgétaire dans laquelle on se trouve actuellement au niveau européen, hein. On est dans la période 2021-2027, sachant que au niveau européen, le budget fonctionne par période de 7 ans. Donc là, on est dans une période 2021-2027 et à partir de 2028, on rentrera dans une nouvelle période de programmation budgétaire au niveau européen avec un nouveau CFP, à savoir un cadre financier pluriannuel pour l'Union européenne. Donc, la Commission européenne a fait ses propositions pour le futur CFP et la future PAC le 16 juillet dernier. Vous en avez peut-être entendu parler dans les médias ou lu des articles sur le sujet dans la presse, hein. L'objectif de ce séminaire est de vous informer en vous présentant les principales propositions de la Commission européenne relatives au budget et relatives à la future PAC. C'est bien un séminaire d'information et pas de débat, hein. Pour votre info, dans le cadre de la nouvelle mandature, hein, des élus des chambres d'agriculture de Bretagne, on a mis en place dès le premier semestre, hein, un groupe d'élus, un GP spécifique pour la PAC, qui est piloté par Laurent Kerlier, et dans le cadre de ce GP-PAC, qui est donc un groupe projet politique, c'est dans ce cadre-là qu'on suit les négociations sur la future PAC et que l'on va élaborer notre positionnement pour la future PAC pour pouvoir le défendre ensuite et le partager. Et les membres du GPPAC ont pu aller à Bruxelles en décembre dernier pour déjà rencontrer les différentes parties prenantes des négociations sur la PAC et pour bien comprendre les enjeux qui sont actuellement sur la table et qui sont en discussion au niveau européen. Voilà. Donc les négociations sur le futur cadre financier pluriannuel et la future PAC sont vraiment dans une phase de démarrage et elles vont vraiment démarrer et s'intensifier dans les semaines qui viennent. Donc il me semble que c'est le bon moment pour vous informer sur les évolutions qui sont proposées par la Commission européenne pour le budget et la future PAC pour la période 2028-2034. Alors, j'essaye de faire défiler mon diaporama. On va commencer donc par une présentation des propositions sur le cadre financier pluriannuel 2028-2034, avec, selon les termes employés par la Commission européenne, hein, vraiment un budget modernisé pour apporter plus de flexibilité au budget européen sur la période de 7 ans 2028-2034. Alors là, vous le voyez tout de suite, on a un budget proposé qui s'élève pour 7 ans à 2000 milliards d'euros, en très forte hausse, hein, par rapport au budget actuel de l'Union européenne, puisque pour la période en cours, on est à 1220 milliards d'euros à peu près. Donc on a une hausse
prévu ou proposé en tout cas par la Commission européenne de 63%, donc ce qui semble énorme par rapport au budget que l'on a actuellement. La Commission européenne a proposé de revoir complètement l'architecture de ce cadre financier pluriannuel pour le simplifier, le moderniser, et il ne sera plus articulé autour d'un nombre assez conséquent de programmes, comme on pouvait l'avoir sur la période actuelle, mais il sera vraiment articulé autour de quatre grandes rubriques prioritaires qui permettront donc de répartir ces 2000 milliards d'euros prévus pour 7 ans. La première rubrique, c'est celle qui va nous intéresser le plus dans la présentation qui va suivre, c'est celle que l'on appelle cohésion économique et sociale, territoriale de l'Union européenne, prospérité et sécurité de l'agriculture, des zones rurales et maritimes. Et donc, dans son nom, on voit tout de suite que c'est cette rubrique qui va inclure les éléments de la future politique agricole commune. Et vous voyez que cette rubrique, elle concentre plus de la moitié du CFP prévu pour 2028-2034. La deuxième rubrique, elle est consacrée à des objectifs en termes de compétitivité, de prospérité et de sécurité. On a une troisième rubrique qui concerne l'Europe dans le monde et enfin une rubrique tournée vers le fonctionnement de l'Union européenne, avec essentiellement le financement de l'administration européenne. Pour financer ce budget en forte hausse, puisque la majorité des États membres de l'Union européenne ne veulent pas augmenter leur contribution au budget communautaire, la seule solution, c'est d'augmenter les ressources propres de l'Union européenne. Et là, la Commission européenne a proposé de financer cette forte hausse du budget européen par des nouvelles taxes qui seraient donc appliquées à partir de 2028. Il y a une taxe sur le marché du carbone, un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Certains en ont peut-être entendu parler. L'acronyme, c'est MACF, qui fait couler pas mal d'encre, en particulier dans le milieu agricole. Au niveau national, les syndicats agricoles sont contre ce mécanisme d'ajustement qui est proposé. Il y a une nouvelle taxe sur les déchets électroniques, sur les produits du tabac et sur les grandes entreprises européennes. Donc forcément, ce budget en hausse à près de 2000 milliards d'euros, il ne sera possible si ces nouvelles ressources qui sont proposées sont validées et adoptées par les chefs d'État et des gouvernements des 27 États membres. Avec pour ce budget une contrainte mise de 35% d'actions, du budget qui devrait être consacré à des actions favorables au climat et à l'environnement. Donc voilà, un budget en forte hausse, c'est ce qu'il faut retenir dans un premier temps. Et voilà. Ce qu'il faut ensuite retenir, c'est que vous avez vu les 4 rubriques qui sont proposées pour le futur cadre financier pluriannuel, mais s'il faut résumer cette nouvelle structure du cadre financier pluriannuel, il faut retenir qu'il est fondé vraiment sur 3 piliers principaux. Le premier pilier, c'est grosso modo la première rubrique que je vous ai présentée. Première rubrique, la rubrique 1, qui se traduit par la création d'un nouveau fonds, ce fonds pour la cohésion économique, sociale, territoriale de l'UE, qui englobe donc le volet agricole, mais aussi le volet pêche et le volet zone rurale. Ce premier pilier, donc, qui concentre près de la moitié du futur budget européen, il fusionne 14 fonds qui existaient qui existent aujourd'hui sur la période 2021-2027. Et ces 14 fonds existants sont fusionnés pour constituer un seul fonds unique qui financera l'ensemble des interventions de ce fonds unique. Parmi ces 14 fonds existants qui sont fusionnés dans ce fonds unique, on va retrouver le FEDER, le FSE, qui finance jusque-là la politique de cohésion européenne, mais on va retrouver aussi le FEAGA
et le FEADER, FEAGA et FEADER étant les deux fonds qui financent la PAC aujourd'hui, le FEAGA pour le premier pilier et le FEADER pour le second pilier de la PAC. Donc on n'a plus de FEAGA, on n'a plus de FEADER, on va financer les futurs dispositifs de la PAC avec ce fonds unique pour la cohésion économique, sociale et territoriale de l'UE. Ce fonds aussi, c'est celui qui est destiné à rembourser la dette qui avait été contractée par la Commission européenne pour financer le plan de relance dans le cadre de la crise liée au Covid. Donc ce remboursement de la dette il s'élève à 168 milliards d'euros et il sera financé par ce fonds unique. Le deuxième pilier central du futur cadre financier pluriannuel de l'Union européenne, c'est celui qui va financer la compétitivité, c'est le Fonds européen pour la compétitivité, qui s'élèvera à 450 milliards d'euros sur la période 2028-2034, qui financera un certain nombre d'actions, qui prend le relais d'un programme actuel qui s'appelle Horizon Europe, pour un montant de 175 milliards d'euros et qui finance des programmes de recherche et d'innovation fondés sur des grands partenariats au niveau européen. Il financera aussi, vous le voyez, la défense, des actions de défense et de programmes pour spatiaux, en fait, pour l'Union européenne, un volet de développement et d'innovation dans le domaine agricole avec d'autres actions dans le domaine de la biotechnologie, par exemple, ou la santé, enfin bon, tout ce qui tourne autour de grands programmes qui sont destinés à favoriser la compétitivité de l'Union européenne seront financés par ce Fonds européen pour la compétitivité. Et enfin, donc, on a un troisième grand volet dans le CFP, un troisième pilier, qui est l'Europe dans le monde extérieur, avec 200 milliards d'euros qui seraient consacrés à la politique de voisinage, à la préparation des nouvelles adhésions d'États membres et des actions en faveur de la paix, de la sécurité de l'Union européenne et de la prévention des conflits. Donc, trois piliers principaux pour le CFP. Et je vais maintenant zoomer progressivement sur le premier pilier, ce fonds unique pour la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union européenne. Alors, ce fonds unique, je vous ai dit qu'il fusionne 14 fonds qui existent actuellement, dont le FEAGA et le FEADER. Ce fonds unique qui va concentrer une grosse partie du futur cadre financier pluriannuel, 865 milliards d'euros, plus les 168 qui vont servir à rembourser la dette qui avait été contractée pour financer le plan de relance. Donc ce fonds unique, pour un montant de 865 milliards d'euros, va servir, il est lui-même divisé en deux volets. Ce qu'on appelle le financement des plans de partenariat nationaux et régionaux, les PPNR, pour un montant de 793 milliards d'euros, et un nouvel instrument qui s'appelle, ou un nouvel outil européen qui s'appelle Facilité de l'Union européenne. Donc, ces PPNR vont concentrer la majorité du fonds unique qui va être créé à partir de 2028 au travers des de plans de partenariat qui seront donc nationaux et ou régionaux. Et il y aura un PPNR par État membre, voire des déclinaisons régionales dans chacun des États membres. Et la PAC va être intégrée dans ces PPNR. Ça, c'est vraiment la grosse nouveauté qui est proposée par la Commission européenne. Il n'y a plus un plan national prévu pour la future PAC. La PAC est intégrée dans des PPNR. Et en fait, ça revient à... Aujourd'hui, au niveau national, on a ce qu'on appelle le PSN pour la PAC, un plan stratégique national pour la PAC. Et demain, au niveau national, on n'aura non plus un PSN pour la PAC, on aura un PPNR
qui servira à financer beaucoup de choses avec une partie des 865 milliards qui seront attribués à chaque État membre et la PAC sera intégrée dans ce PPNR. Ça, c'est vraiment la grosse innovation des propositions de la Commission européenne et c'est ce volet qui fait vraiment couler aujourd'hui beaucoup d'encre. Et donc, à côté de ces PPNR, dont la gestion sera nationale, hein, chaque État membre devra élaborer son plan de partenariat national avec éventuellement des volets régionaux, donc une gestion nationale et ou régionale pour ces PPNR. En complément, donc, il y aura un instrument qui s'appelle Facilité de l'Union européenne, qui sera en fait un outil de gestion des crises qui pourront survenir dans différents domaines au niveau européen pour pouvoir prendre des mesures d'urgence si besoin. Et donc, cet outil se verra réserver 72 milliards d'euros pour la période de 7 ans et il comprendra lui-même une réserve agricole pour aider l'Union européenne à faire face à d'éventuelles crises agricoles. Et ce sera donc une gestion européenne pour cette facilité, pour ce nouvel outil facilité de l'Union européenne. Alors, je zoome encore plus sur ces PPNR pour voir ce qu'il y aura exactement à l'intérieur d'un plan de partenariat national et ou régional. Donc, ces PPNR qui, au niveau européen, se verront consacrer 793 milliards d'euros, il y a d'ores et déjà une partie qui est affectée à différentes priorités européennes. La première, le principal volet préaffecté au niveau de ces PPNR, c'est des mesures en faveur du soutien aux revenus agricoles. En fait, il s'agit de la PAC. Sur les 793 milliards d'euros, il y a 294 milliards d'euros, en gros, qui devront être consacrés à des mesures de soutien aux revenus agricoles. Donc, c'est une grosse partie du budget qui est préaffectée donc, à ces mesures de soutien aux revenus agricoles. Une petite partie du budget sera consacrée à des mesures de soutien aux revenus, mais dans le secteur de la pêche cette fois-ci. Une partie, 218 milliards d'euros pour les régions les moins développées, et c'est ce qui prend en fait le relais de la politique de cohésion financée aujourd'hui par le FEDER essentiellement. Une partie pour des programmes de type Interreg qui existent déjà aujourd'hui, pour des mesures pour la gestion des frontières de l'Union européenne. Et donc ça, c'est le budget, tout ce qui est préaffecté. Et il y a une partie du budget, une partie des 793 milliards qui n'est pas préaffectée, 231 milliards donc non préaffectés, pour permettre à l'Union européenne de faire face à des événements ou des situations non prévues à ce stade. En fait, avec ce nouveau budget, avec donc une partie non préaffectée, l'ambition de la Commission européenne, c'est d'être plus à même de faire face à des situations imprévues. Elle tire en fait les leçons de la période actuelle, avec les crises liées au Covid ou encore la situation de crise qui a découlé de l'invasion, de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine. La Commission européenne s'est trouvée en fait face à une espèce de mur avec l'impossibilité d'agir efficacement et rapidement pour prendre des mesures efficaces pour faire face, pour gérer au mieux ces crises. Elle a été obligée d'emprunter, par exemple, parce qu'elle n'avait pas des ressources disponibles instantanément pour faire face ou pour prendre des mesures de gestion de ces crises qui sont par nature pas prévues. Et donc là, on ne préaffectant pas la totalité du budget PPNR, la Commission se réserve donc une partie du budget qui devra lui permettre de faire face à d'éventuelles situations de crise. Donc,
c'est vraiment une volonté de rendre le budget beaucoup plus flexible en gardant une partie non préaffectée. À l'intérieur du PPNR et donc également avec ce nouvel instrument facilité UE qui est un budget spécifique vraiment dédié à la gestion des crises et donc que vous voyez sur l'écran qu'à l'intérieur de ce budget facilité UE, 6,3 milliards d'euros seront réservés pour la gestion des crises sur les marchés agricoles. Voilà. Alors, quelques mots complémentaires sur ces PPNR, hein, concrètement, comment ça va se passer pour chacun des États membres. Chaque État membre, si les propositions de la Commission européenne sont validées, devra élaborer un document stratégique mais sur la base de recommandations qui lui auront été données par la Commission européenne. Au vu des enjeux et de la situation de l'État membre, la Commission européenne fournira des recommandations à chaque État membre pour que l'État membre élabore son plan de partenariat national et ou régional. Ce PPNR devra vraiment être, les États membres ne pourront pas faire n'importe quoi, hein. Ils disposeront d'une liste d'interventions et de mesures possibles à mettre en œuvre qui répondront aux priorités politiques de l'Union européenne et donc il devra décrire dans ce document stratégique la manière dont il met en œuvre, dont il décline les recommandations qui lui auront été faites par la Commission européenne, tout en répondant aux priorités politiques de l'Union européenne pour répondre au mieux aux enjeux de l'État membre en question. La partie non affectée, donc les 30%, des PPNR qui pourront être attribués ultérieurement à chacun des États membres pour faire face à certaines situations de crise et ça donnera donc plus d'agilité, de flexibilité. L'État membre pourra, selon les habitudes des États membres, hein, travailler avec les régions pour éventuellement donner une place à ces régions dans l'élaboration de ce PPNR, voire confier certaines interventions aux régions pour que les régions aient le pilotage de certains volets du PPNR. Donc ça dépendra vraiment des habitudes de fonctionnement des États membres. En Allemagne, vu le poids des Länder, on imagine qu'il y aura un fort volet régional. En France, on ne sait pas encore quelle place le gouvernement voudra donner aux régions dans le cadre de ces PPNR et ça dépendra certainement des volets du PPNR. On imagine bien qu'il donnera une importance ou une place assez importante aux régions pour la politique de cohésion, comme c'était le cas actuellement, peut-être moins sur le volet qui prendra le relais de la PAC actuelle. Donc, dans chaque PPNR, on va trouver des chapitres nationaux, sectoriels pour la pêche, pour l'agriculture notamment, et peut-être des volets régionaux et territoriaux. Et donc, l'État membre devra aussi désigner différentes autorités de gestion éventuellement pour suivre et piloter la mise en œuvre des différents volets de ce PPNR. Le volet facilité UE, je n'en dis pas plus, hein. Autant les PPNR donc, seront gérés au niveau de l'État membre, hein, au niveau national, autant cet instrument sera piloté directement au niveau européen par la Commission européenne. Il n'y a pas de pré-répartition des 73 ou 72 milliards d'euros consacrés à cet outil. Il n'y a pas de répartition de ces 73 milliards entre les États membres, alors que pour les PPNR, il y aura une répartition des 865 milliards entre les États membres, hein, sauf évidemment la partie non préaffectée qui pourra être répartie ultérieurement entre les États membres.
Vous voyez déjà qu'il y aura vraiment des changements importants pour la PAC, hein, puisque la PAC, elle est intégrée dans les PPNR. Il n'y a plus un programme stratégique spécifique pour la PAC. La PAC est financée non plus par des fonds spécifiques prévus pour la PAC, le FEADER aujourd'hui et le FEAGA. La PAC se fera financer donc par le nouveau fonds qui est trop long à dire, donc le nouveau fonds pour la cohésion, etc. La PAC sera un volet sectoriel du PPNR. Et donc, la structure a deux piliers que l'on connaît aujourd'hui pour la PAC. Un premier pilier financé par le FEAGA et un second pilier financé par le FEADER. Elle disparaît. Il n'y a plus deux piliers pour la future PAC. Mais vous le verrez tout à l'heure quand je vais zoomer sur la future PAC et ce qui est prévu pour les nouveaux instruments qui pourront être mis en œuvre dans le cadre du soutien aux revenus agricoles. Il y aura toujours des mesures financées à 100% par le budget européen et des mesures qui devront être cofinancées par des crédits nationaux et ou régionaux. Et autre élément qui vous a peut-être déjà alerté ou sauté aux yeux pour la future PAC, c'est le fait que il y a un budget préaffecté dans les PPNR, globalement pour la PAC. On est à peu près 294 millions d'euros qui sont déjà préaffectés pour financer des mesures de soutien aux revenus agricoles. Mais si on compare par rapport à la période actuelle, où on est à 388 milliards d'euros, vous voyez que ce qui est prévu pour la période qui démarra en 2028 est en très forte baisse. Si on ajoute aux 294 milliards d'euros les 6 et quelques milliards prévus pour la réserve de crise agricole, on est à peu près 300 milliards. 300 milliards à comparer aux 388 actuels, ça fait moins 23, et moins 23%, pardon. Si on compare à périmètre complètement constant, on est plutôt aux alentours de moins 20%. Et ça, c'est à budget en termes courants. Si on raisonne en termes constants, c'est-à-dire en prenant en compte l'inflation, la baisse, elle est beaucoup plus importante. On se situe aux alentours de moins 30%. Donc, c'est une baisse très importante qui est prévue pour financer les mesures de la PAC à partir de 2028 au niveau européen. Alors, vous avez peut-être vu certains dans les articles de la presse du jour que la ministre de l'Agriculture française, Annie Genevard, là, fait pour tenter de calmer la colère des agriculteurs français en ce moment sur différents sujets. A annoncé qu'elle attendait, qu'elle avait fait la demande express auprès de la Commission européenne qu'il n'y ait pas de baisse budgétaire pour la future PAC, en tout cas au moins au niveau national, à partir de 2028, et qu'elle attend une réponse rapide de la Commission européenne et une confirmation rapide de la Commission européenne sur ce sujet. À voir si elle obtient vraiment gain de cause. J'ai du mal à imaginer là que au niveau européen, on trouve rapidement l'argent pour donner cette garantie à la ministre de l'Agriculture française, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, aujourd'hui, ce sont ces chiffres-là qui sont sur la table, et ça veut dire que si on baissait pas le budget pour la France à partir de 2028 pour financer la future PAC, il faudrait le diminuer davantage pour un autre État membre, et donc je ne pense pas que ce soit facilement faisable. Alors, ce que nous dit la Commission européenne pour rassurer les parties prenantes agricoles, les défenseurs d'une PAC forte, c'est que OK, la baisse, elle semble importante pour la future PAC, mais les représentants de la Commission européenne tentent d'être rassurants en disant oui, mais vous pourrez aller chercher de l'argent supplémentaire dans le budget non préaffecté. Il y a 30% en gros qui est non affecté dans les PPNR. Vous pourrez aller chercher de l'argent supplémentaire dans ce volet-là,
ou vous pourrez aller chercher de l'argent dans le deuxième grand pilier là, du budget, du futur budget, dans le nouveau fonds qui sera destiné à financer des mesures en faveur de la compétitivité. Bon, en réalité, on sait bien que ce sera très compliqué. Dans les PPNR, il y aura une forte concurrence hein, entre les différents secteurs d'activité. Et puis, ce PPNR est destiné aussi à financer ce qu'aujourd'hui on appelle la politique de cohésion, toutes les mesures en faveur du développement des infrastructures hein, qui sont financées aujourd'hui par le FEDER, tout le volet formation, réduction des écarts entre les États membres, hein, les écarts de développement entre les États membres, ce sera financé par ces PPNR aussi, et y compris les régions en France veulent aussi préserver ce budget pour la politique de cohésion. Donc, on ne pourra pas, il ne faut pas espérer pouvoir aller chercher beaucoup d'argent en dehors du budget préaffecté aux mesures agricoles. Et que s'agissant du fonds pour la compétitivité, oui, peut-être il y aura possibilité de financer certains grands projets en faveur de l'innovation dans le secteur agricole, mais ce sera des projets avec des partenariats avec d'autres avec des acteurs de la recherche, avec des industriels, etc. Et donc, ce ne sera pas de l'argent pour aller financer de la modernisation dans les exploitations agricoles directement, par exemple. Donc voilà, s'agissant le budget, je peux faire une petite pause pour prendre les premières questions. Enfin non, je termine avec cette diapositive-là et après on passera à ce qui est prévu en termes de dispositifs pour la future PAC. Juste pour vous dire que déjà, la Commission européenne, lorsqu'elle a fait ses propositions, elle a aussi fait une première répartition de l'argent PPNR hein, entre les États membres globalement et aussi sur le volet donc agricole. Hein. Donc sur les 294 milliards d'euros qui seraient consacrés donc aux futures mesures agricoles dans les PPNR au niveau européen, la France, en théorie, se verrait affecter presque 51 milliards d'euros. Donc, c'est le deuxième, non, c'est le premier budget agricole hein, d'un État membre, au niveau européen, c'est le plus gros budget. Vous voyez qu'on est ensuite suivi par l'Espagne. Mais donc la France se verrait attribuer la plus grosse partie hein, de ce budget agricole à partir de 2028. Mais vous voyez que quand même, si on compare au budget actuel, ça fait une baisse de 14 milliards d'euros par rapport à notre budget actuel. Donc je peux prendre éventuellement les questions sur le volet budgétaire s'il y en a. Oui, Gabriel, j'ai répondu, je pense, dans la présentation à ta question. On était à 388 sur la période actuelle. Les imprévus sont supérieurs en montant à l'affectation PAC, ça ne présage rien de bon. C'est un commentaire donc de Stéphanie. C'est sûr qu'on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Bon, quand on est allé début décembre à Bruxelles avec nos élus, hein, les membres du GPPAC, c'est sûr que la Commission européenne assure le service après-vente de ces propositions en les défendant du mieux que possible. Et ils disent, mais vous avez déjà de la chance au niveau agricole, vous avez un budget préaffecté, ce qui n'est pas le cas d'autres secteurs d'activité, hormis éventuellement la pêche qui a un budget préaffecté de 2 milliards d'euros, très faible donc. Donc voilà, on est censé s'estimer heureux d'avoir un budget préaffecté de 294 milliards d'euros auquel s'ajoutent donc les 6,3 milliards d'euros issus de la réserve agricole. Et puis ils nous disent qu'on pourrait aller chercher ailleurs. Bon, aller chercher ailleurs, je vous l'ai dit, hein, moi je n'y crois pas trop personnellement.
On verra ce que donnent les discussions et les négociations entre les chefs d'État et de gouvernement et on verra où on atterrit au final pour le futur budget européen. Déjà, pour qu'il puisse être à hauteur de 2 000 milliards d'euros, il va falloir accepter les taxes supplémentaires qui sont proposées. Et puis, je ne l'ai pas dit, mais les 2 000 milliards d'euros, donc ils ont été mis sur la table pour aider l'Union européenne à faire face aux nouvelles priorités qui sont apparues ces dernières années, hein, et les nouvelles priorités à financer. Bon, il y a le remboursement de la dette, hein, je vous l'ai expliqué, 168 milliards d'euros qui est prévu. Et il y a aussi et surtout le financement de la sécurité européenne, hein, de la défense européenne, qui sont maintenant devenus une nouvelle priorité forte de l'Union européenne. Donc, si on veut faire plus pour financer les nouvelles priorités de l'Union européenne, avec un budget et des contributions d'États membres qui ne sont pas revues à la hausse, forcément, ça a un impact à la baisse sur ce qui était financé jusque-là prioritairement par le budget européen, à savoir l'agriculture. Aujourd'hui, le budget agricole, dans la période actuelle, c'est en gros 30% du budget européen. Et l'autre gros budget, c'est le 30% également, c'est celui qui est consacré à la politique de cohésion avec le FEDER, FSE+. Forcément, les deux leviers sur lesquels on peut taper pour financer les nouvelles priorités, ce sont ces deux leviers-là, la PAC et la politique de cohésion. Il n'y a pas de 36 marge de manœuvre, hein, c'est les deux plus gros budgets actuellement. Donc, c'est eux qui seront impactés forcément si on veut faire plus. Sur ton graphique affiché, pourquoi on passe de 300 milliards à 5? Ah oui, les 300 milliards, c'est globalement pour les 27 États membres et les 51 milliards, c'est pour la France. Les 300 milliards, enfin les 294 milliards, en fait, ont été ciblés sur les mesures de soutien aux revenus agricoles dans les PPNR, ont été répartis par la Commission européenne. Enfin, c'est une proposition de répartition à ce stade, hein. Comme tout ce que je vous présente, ce sont des propositions, ont été réparties entre les États membres. Et la France en obtiendrait 51 milliards. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions sur ce volet-là, je continue sur le volet PAC. Alors, la Commission européenne donne en tout cas, enfin, vous voyez, a quand même prévu un budget pour financer des mesures de soutien aux revenus agricoles dans la future PAC. J'emploie ces mots-là parce que c'est les mots tels qu'ils sont écrits et prévus dans les propositions de règlement sur la table aujourd'hui. Et la Commission européenne prévoit toujours des objectifs pour la future PAC et les outils donc, qui pourront être mis en œuvre par les États membres pour atteindre ces objectifs. Donc, il y a 5 objectifs qui sont prévus pour cette future PAC dans le projet de règlement qui est sur la table. Donc, contribuer à un revenu agricole juste et à la compétitivité des exploitations agricoles à long terme, favoriser le renouvellement des générations, renforcer l'action pour le climat, la fourniture de services écosystémiques, etc. Enfin, tout ce qui est environnement et climat, en gros. La gestion des crises, hein, et des risques au niveau des exploitations agricoles, l'amélioration de l'accès à la connaissance et l'innovation et la transition numérique dans le secteur agricole et agroalimentaire, l'amélioration des conditions de vie dans les zones rurales et les conditions de travail. Et donc, sur la base de ces objectifs, hein, qui sont donc assignés à la future PAC, la Commission européenne fera des recommandations aux États membres pour qu'ils activent les mesures qui sont prévues pour la future PAC pour que chaque État membre élabore son volet agricole
dans le PPNR afin que sa stratégie agricole dans le PPNR lui permette d'atteindre ses objectifs spécifiques assignés à la future PAC sur la base des recommandations qui lui seront faites par la Commission européenne. Alors, pour élaborer sa stratégie au niveau national, chaque État membre pourra activer un certain nombre de dispositifs. Ces dispositifs donc de soutien aux revenus agricoles, c'est comme ça qu'on les appelle dans le projet de règlement. Je vous ai mis pour pouvoir comparer à gauche les dispositifs de la PAC actuelle, ce qui est mis en œuvre aujourd'hui au travers du PSN en France. Et à droite, vous avez les interventions de soutien aux revenus agricoles qui sont proposées pour donc la future PAC et qui seraient donc intégrées dans notre PPNR au niveau national avec qui seraient donc financées avec les 51 milliards d'euros issus du PPNR qui seraient attribués à la France. Et pour certaines mesures, il y aurait du cofinancement national obligatoire. Alors, je vous ai mis une colonne cofinancement aussi, parce que ça, c'est un élément important. En fait, ce qui saute peut-être déjà d'emblée aux yeux, là, c'est qu'il y a beaucoup moins de mesures qui seront, à partir de 2028, totalement financées par le budget européen. Ça veut dire que plus de mesures, si on les active, devront être cofinancées par l'État membre, soit par du budget national, soit par des crédits régionaux ou des crédits des agences, en particulier l'agence de l'eau, les agences de l'eau en France. Ça veut dire que plus l'État membre aura les moyens de mobiliser des cofinancements, plus il pourra activer les dispositifs ou non. Donc, il y a des risques de distorsion entre les États membres en fonction de leur situation budgétaire. Comme en France, la situation budgétaire n'est pas optimale en ce moment, on peut imaginer que il sera compliqué de mobiliser des crédits nationaux et ou régionaux. Donc, si j'en viens au... Et puis, autre élément important, aujourd'hui, le cofinancement de l'Union européenne, il peut atteindre 80% pour certaines mesures. C'est le cas des MAEC, par exemple. Et demain, ce sera 70% au maximum. Donc, même des mesures qui existent aujourd'hui, qui sont cofinancées aujourd'hui par les États membres, demain, elles pourront toujours exister, elles seront cofinancées, mais elles coûteront de toute façon quand même plus cher à l'État membre, puisque le taux de cofinancement européen, il diminue. Alors, j'en viens aux dispositifs qui pourront demain être mis en œuvre par les États membres dans le cadre de la future PAC. Si on regarde les aides découplées, j'ai essayé, oui, de les identifier là, dans la ligne les lignes en orange, ce sont les aides découplées actuelles. Aujourd'hui, il y en a trois. Il y a le DPB, il y a l'aide complémentaire en faveur des jeunes agriculteurs et l'aide redistributive, le paiement redistributif. Ces dispositifs ne sont pas là, j'ai mal intitulé ma colonne. Il n'y a pas de cofinancement nationaux pour ces dispositifs. Ils sont totalement cofinancés par l'Union européenne, financés par l'Union européenne. Demain, on aura un seul dispositif découplé qui s'appellera le paiement aux revenus dégressifs. Et dans le jargon, il y a un acronyme anglais qui est utilisé, c'est le DABIS. On va le voir plus en détail tout à l'heure. Donc, ce dispositif, il sera financé totalement par l'Union européenne. Les États membres pourront toujours proposer des aides couplées aux revenus qui seront donc totalement financées par l'Union européenne également. Il y aura toujours possibilité de proposer des aides pour les contraintes naturelles, pour prendre le relais de l'ICHN aujourd'hui. Ce sera toujours possible. Et l'État membre pourra aussi choisir de mettre en place une aide pour compenser des désavantages spécifiques dans certaines zones.
Les MAEC et les écorégimes pourront subsister, mais ils seront fusionnés dans ce qu'on appellera les actions agro-environnementales et climatiques. Il y aura toujours la possibilité de mettre en place, même l'obligation de mettre en place un paiement en faveur des petits agriculteurs pour simplifier la gestion pour les petits agriculteurs, mettre en place un paiement forfaitaire. Il y aura toujours des outils de gestion des risques, la possibilité de soutenir les investissements, la modernisation des exploitations, un volet pour le soutien à l'installation et aux nouveaux agriculteurs. Ce qui est nouveau et ce qui est proposé, c'est un soutien aux services de remplacement en agriculture et le soutien à certains secteurs agricoles spécifiques. Alors, on va regarder dans le détail chacun de ces dispositifs et je vois l'heure qui tourne. Alors, on va commencer par le premier niveau qui constituera le socle de la future PAC, des futures aides à partir de 2028, c'est le DABIS, le paiement dégressif de soutien aux revenus. Alors, ce sera un paiement à l'hectare. Et là, la nouveauté, ce qui est proposé, c'est que il y aura un niveau de base, en gros, mais les États membres auront l'obligation de différencier les montants unitaires pour cibler sur certains groupes d'agriculteurs ou sur certaines zones géographiques pour donner des coups de pouce, des bonus à certains publics jugés prioritaires. Et ça, les différenciations devront être justifiées sur la base d'écarts de revenus, en fait, sur une période de référence qui devra être déterminée. Et donc, obligation pour les États membres de cibler en particulier vers les jeunes et les agriculteurs et les nouveaux installés. Ils pourront aussi cibler davantage sur des exploitations dites familiales ou les petites exploitations, vers les femmes, chefs d'exploitation, les systèmes de polyculture élevage et les exploitations dans des zones à contrainte, avec donc des bonus pour ces groupes ou ces profils prioritaires. Il y aura un montant moyen national à respecter à l'hectare, compris entre 130 et 240 euros à l'hectare, avec toujours un versement sur la base d'hectares admissibles. Un plafond à 100 000 euros par bénéficiaire est proposé, sachant qu'une dégressivité sera introduite dès 25 000 euros. On va voir tout à l'heure comment fonctionne cette dégressivité. Et donc, possibilité de mettre en place des paiements forfaitaires éventuellement pour certains groupes et une bonification JA donc obligatoire. Donc ça, c'est une mesure obligatoire que chaque État membre devra mettre en œuvre et ce sera financé à 100% par les crédits européens. Le paiement dégressif, c'est à partir de 20 000 euros et non pas 25 000, comme je vous l'ai dit. En fait, il y aura plusieurs tranches de dégressivité. Donc, de 20 à 50 000, dégressivité de 25%. En fait, c'est par tranche. 25% de 20 000 à 50 000. De 50 à 75 000, on écrète de 50%. De 75 000 à 100 000, on écrète de 75%. Et de toute façon, il y a un plafond à 100 000 euros. Donc ça, ce sont des propositions. On verra où ces propositions atterrissent in fine à l'issue des négociations entre États membres et au niveau européen. Voilà. Il y aura toujours la possibilité d'octroyer des aides couplées aux revenus. Ce sera d'ailleurs une mesure obligatoire que les États membres devront proposer pour les agriculteurs. Donc limitée à 20% du budget, 25% si elle couvre des soutiens aux protéines végétales et à la polyculture élevage. Paiement possible à l'hectare à l'animal ou à l'équivalent animal. Avec une nouveauté, on pourra introduire des aides couplées à l'herbe. Voilà, je ne m'attarde pas plus. Pour les JA et les nouveaux installés, donc ce qui est prévu, il sera demandé à chaque État membre d'élaborer vraiment une stratégie en faveur du renouvellement des générations dans leur PPNR.
Et pour répondre à cette stratégie en faveur du renouvellement des générations, ils devront élaborer, mettre en place ce qu'on appelle un starter pack. Bah, c'est l'équivalent de notre pack installation au niveau Chambre d'agriculture de Bretagne, mais ce sera un starter pack qui devra être élaboré par les États membres dans leur PPNR pour répondre à leur stratégie en faveur du renouvellement des générations et qui devra mobiliser plusieurs mesures de la PAC pour favoriser ce renouvellement des générations. Et donc, il y aura obligatoirement une mesure en faveur de l'installation, la DJA. Il sera demandé à chaque État membre de mettre en place un point d'accueil unique tel que nous, c'est déjà prévu par la loi d'orientation qui a été adoptée en avril dernier, hein, donc un équivalent FSA en gros. Donc en fait, le starter pack que de chaque État membre devra proposer, ce sera plusieurs interventions en faveur du renouvellement des générations mis en place de manière lisible en faveur de la stratégie renouvellement des générations. S'agissant de la DJA, elle devra être prolongée, hein, comme grosso modo ce qui existe actuellement, avec par contre pour le JA une définition qui sera à définir au niveau de l'État membre, et ce n'est pas une définition commune au niveau européen, avec un plafond d'âge qui pourra être fixé au choix de l'État membre entre 35 et 40 ans, et suppression du critère de diplôme, hein, dans la définition du JA. C'est ce qui est proposé par la Commission européenne. Donc, il y aurait une possibilité de mettre en place des paiements soit forfaitaires, soit des instruments financiers, une combinaison des deux, avec un maximum par bénéficiaire de 300 000 €, alors qu'on est à 100 000 aujourd'hui. Donc ça, c'est une mesure obligatoire à mettre en œuvre par les États membres et qui peut être cofinancée par l'État membre. Les États membres auront l'obligation, ce n'était pas une obligation actuellement, mais là maintenant ce sera obligatoire. Les États membres, pour les plus petites exploitations, devront proposer un paiement spécifique forfaitaire pour les petites exploitations pour faciliter, hein, la gestion de l'aide, hein, PAC pour les petites exploitations. Donc ça pourra prendre la forme d'un paiement forfaitaire de 3 000 € maximum. La France, là, n'avait pas fait le choix de mettre en place ce type de paiement pour les petites exploitations sur la période actuelle, mais elle aura l'obligation donc de le faire dans le cadre de la prochaine PAC. Il y aura donc toujours des paiements pour contrainte, hein, qui prendront le relais de l'ICHN dans la future PAC. Et une nouveauté prévue, c'est que les États membres pourront aussi mettre en place un paiement pour aider les exploitations à faire face à d'éventuelles contraintes réglementaires pour compenser les contraintes ou les surcoûts induits par l'application de certaines directives européennes, directives Habitat, Oiseaux, Natura 2000 ou Eau. Donc, à voir ce que la France choisira de faire. En tout cas, elle a l'obligation de mettre en place la future ICHN pour les paiements pour contraintes réglementaires. C'est si l'État membre souhaite ou pas. C'est sur la base du volontariat. J'en viens à la nouvelle architecture verte, hein, dans le cadre de la future PAC après 2027. Donc, je vous ai rappelé à gauche l'architecture verte actuelle, dans la PAC actuelle, donc, et à droite ce qui est prévu après 2027. Donc, aujourd'hui, il y a le socle de cette architecture verte qui est constitué par la conditionnalité, qui avait été renforcée par rapport à la période antérieure. Et ensuite, on a deux volets. On a l'éco-régime dans le premier pilier et les MAEC cofinancés dans le second pilier. À partir de 2027, éco-régime et MAEC fusionnent dans un volet qu'on appelle action agro-environnementale et climatique. Et on retrouve toujours en socle de base, hein, de cette architecture verte la conditionnalité qui est simplifiée.
Et on va voir que dans la conditionnalité, on retrouve les deux niveaux, hein, les BCAE, mais qui vont plus s'appeler BCAE, qui vont s'appeler pratiques de protection. Et on va retrouver les exigences réglementaires que l'on doit respecter aujourd'hui, hein. Elles sont inchangées, on retrouverait les mêmes à partir de 2028. Les BCAE donc sont renommées pratiques de protection et elles seraient non pas définies au niveau européen, mais c'est chaque État membre qui pourrait les définir, hein, définir ces mesures de pratiques de protection. L'obligation qui est faite aux États membres, c'est que ces pratiques de protection devront répondre aux trois enjeux que vous avez à l'écran. Mesures de protection des sols riches en carbone, des IAE et des prairies permanentes et sensibles, protection des sols contre l'érosion et le maintien de la teneur en matière organique dans les sols, ou protection contre le brûlage des chaumes. Et enfin, le troisième volet de ces pratiques de protection, ce serait la protection des cours d'eau contre la pollution et le ruissellement. Donc, chaque État membre proposerait ses propres pratiques de protection. Bon, c'est encore source de distorsion entre États membres. Et la conditionnalité sociale, elle est maintenue et elle est inchangée par rapport à la période actuelle. Donc, ces mesures, hein, de conditionnalité concernent les bénéficiaires de la PAC, hein, des aides aux revenus, des aides couplées de l'ICHN et des AAEC, mais c'est inchangé par rapport aux avis. En gros, ce sont les mesures, les aides qui sont versées à la surface, avec un certain nombre d'exemptions prévues, hein, pour certaines exploitations, des dérogations possibles lorsqu'il y aurait des aléas climatiques. Et alors là, il y a une nouveauté aussi qui est introduite par la Commission européenne, proposée en tout cas, c'est qu'il serait possible de rémunérer les pratiques de protection dans le cadre des AAEC. Donc, on peut imaginer que, par exemple, ces pratiques de protection, demain, prennent éventuellement le relais des éco-régimes actuels, hein, que ça devienne un premier niveau des AEC qui serait rémunéré. Donc, et ce serait l'équivalent de la mesure verte des mesures vertes que l'on avait jusqu'en 2022, hein, dans la précédente PAC, des mesures qui sont constitutives de la conditionnalité, mais qui, si elles sont respectées par les agriculteurs, peuvent enclencher le versement d'une aide versée à l'agriculteur. Alors, donc s'agissant de ces AEC, justement, les actions agro-environnementales et climatiques qui fusionnent l'éco-régime et les MAEC actuels, donc les États membres devront mettre en place ces mesures, hein, c'est obligatoire. Elles seront cofinancées obligatoirement par les États membres. Et elles pourront avoir deux volets, ces actions agro-environnementales et climatiques. Il y aura un volet qu'on appelle engagement de gestion volontaire. On n'en sait pas grand-chose à ce stade. Ce seraient des paiements annuels ou multi-annuels et qui donc soutiendraient des mesures de maintien des pratiques durables. Donc, ce qu'on sait, il y a quand même quelque chose que l'on sait, c'est que chaque État membre devra obligatoirement proposer des mesures en faveur de l'agriculture biologique et des systèmes d'élevage extensifs dans les deux volets des nouvelles AEC. Donc, on peut imaginer que dans ce premier niveau, par exemple, on retrouve une espèce de MAB à partir de 2028, puisque l'État membre aura l'obligation d'introduire une mesure en faveur de l'agriculture biologique dans ce premier volet. On peut imaginer qu'il y aura un volet maintien de l'agriculture biologique, mais à un niveau assez bas, parce que comme c'est une mesure qui sera obligatoire, cofinancée, il ne faudra pas qu'elle coûte malgré tout trop cher à l'État membre en question. Donc voilà, et il y aura un deuxième volet
qui est là un volet de transition volontaire. Et là, la nouveauté, c'est qu'il n'y aurait pas un cahier des charges national. En fait, c'est l'agriculteur qui souhaiterait s'engager dans une transition, proposerait un plan d'action, et ce plan d'action serait donc financé dans le cadre de cette nouvelle mesure. Donc, il y aurait un volet moins exigeant, engagement de gestion volontaire, donc pour la rémunération de pratiques durables. On peut peut-être imaginer qu'en plus, par exemple, de la MAP, dans ce niveau-là, on trouve des mesures de la future conditionnalité, de bonnes pratiques agricoles, et que dans le volet transition volontaire, on trouve donc des plans d'action qui aillent beaucoup plus loin, qui soient plus engageants, plus exigeants, et donc avec des niveaux de rémunération plus importants, sachant que le cofinancement européen, qui était donc de 80% aujourd'hui, demain sera de 70%. Quel sera le niveau du budget que la France décidera de consacrer à ces mesures, vu qu'elles lui coûteront plus cher? On peut imaginer que peut-être la France fera le service minimum. Donc des questions sur l'ambition agro-environnementale que se donnera la France dans son futur volet agricole du PPNR. Il y aura toujours du soutien à l'investissement possible, donc pour financer la modernisation des exploitations dans la future PAC. Toujours des mesures de gestion des risques, en grosso modo ce qui existe actuellement, donc une assurance récolte a priori et des mesures de compensation des pertes, plus la réserve de crise dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je ne m'attarde pas sur les autres mesures parce que je vois le temps qui passe, et donc voilà, mais les États membres devront aussi proposer une mesure d'aide au remplacement normalement. Donc, ce que je veux, pour terminer, je veux que vous reteniez au moins ce qu'il y a à l'écran. Tout ce que je viens de vous proposer, ce sont des propositions de la Commission européenne. Pour l'instant, elles sont loin de faire l'unanimité. Déjà sur le plan budgétaire, aujourd'hui, les discussions, elles se focalisent surtout sur les propositions qui concernent le futur cadre financier pluriannuel. Elles font couler beaucoup d'encre, en tout cas de la part des ministres de l'Agriculture dans les États membres qui, grosso modo, sont nombreux à trouver que ce qui est proposé pour le budget agricole dans le futur cadre financier pluriannuel n'est pas à la hauteur des enjeux. Bon, ça convient quand même à certains États membres du Nord, grosso modo, qui eux, n'ont pas forcément envie de consacrer plus d'argent que ça à une future politique agricole. Mais en tout cas, ce sont des propositions. Les négociations, je vous montre le calendrier qui est prévu. Les négociations commencent vraiment là et elles vont s'intensifier dans les prochaines semaines. Donc, les propositions ont été mises sur la table en juillet dernier. Les chefs d'État et de gouvernement ont fait un premier tour de table en décembre sur les propositions relatives au cadre financier pluriannuel. Grosso modo, ils ne trouvent pas grand-chose, eux, à redire sur les propositions budgétaires parce que, voilà, ça leur convient plutôt de ne pas mettre plus la main à la poche pour financer le budget européen. Bon, s'ils arrivent à un accord en ces termes avec éventuellement des nouvelles taxes pour financer les nouvelles priorités européennes et en pompant un peu sur la future PAC et le futur budget de la cohésion, ça leur va bien. Donc, la Commission européenne est assez optimiste sur ce volet financier. Elle espère un accord sur le cadre financier pluriannuel à la fin 2026, donc dans un an, en gros. Donc, ça veut dire que si on a un accord sur le cadre financier pluriannuel, avec éventuellement quelques ajustements à la marge dans ce cadre financier pluriannuel qui interviendrait cette année,
l'année 2027, ce serait vraiment l'année de l'élaboration des PPNR par les États membres et donc du volet agricole des PPNR pour normalement une application en 2028. Bon, voilà, ça c'est le calendrier officiel. On entend quand même des voix qui disent que ce sera très compliqué d'être prêt dès 2028 pour mettre en œuvre ce PPNR et y compris ce volet agricole. Et on entend déjà parler d'une année de transition en 2028 pour vraiment laisser le temps aux États membres d'élaborer leur PPNR et d'élaborer les outils informatique ad hoc pour mettre en œuvre les mesures des PPNR, y compris sur le volet agricole. Donc peut-être une année de transition en 2028 pour une mise en œuvre en 2029. Mais en tout cas, bon, ce sont des propositions qui sont sur la table à ce stade. Sur le budget, sur le CFP, ceux qui auront le dernier mot, ce sont les chefs d'État et de gouvernement. Ce sont eux qui décideront. Et donc, eux, forcément, ils peuvent entendre leur ministre de l'Agriculture qui leur disent non, on n'a pas assez d'argent sur le budget agricole, il nous en faut plus. Mais ils ont aussi leur ministre du budget qui leur dit non, non, c'est très bien comme ça. Ce budget nous convient bien et on ne veut pas dépenser plus pour le budget européen. Donc, OK, allez-y, validez ce budget. Donc, les chefs d'État ont sans doute plusieurs sons de cloche et on verra quelle sera leur priorité. Mais bon, certainement, la priorité, ce sera contenir les déficits au niveau des États, de leur État membre. En tout cas, ce sera sans doute la position de notre président. Donc, on verra bien. Ah oui, et puis un élément aussi qui peut jouer en faveur d'une adoption assez rapide du CFP fin 2026. Ce sont les élections présidentielles prévues en France en 2027 et il y a aussi des élections dans d'autres États membres, donc ça milite en faveur d'un accord sur le budget, en tout cas en 2027, pour ensuite pouvoir entrer dans les négociations relatives au PPNR en 2027. Et donc sur les PPNR, là il faudra il y aura plusieurs parties prenantes aux négociations sur ce volet spécifique. Une fois que le budget aura été acté, on aura les ministres de l'Agriculture, mais pas seulement, les ministres sur les différentes politiques sectorielles seront impliqués. En tout cas, pour la future PAC, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce qui ressortira des négociations, mais en tout cas, les États membres sont loin d'être unanimes, ils apparaissent assez divisés entre ceux qui ne sont pas attachés à une PAC forte, donc ce sont les pays qu'on appelle les frugaux. On va trouver l'Allemagne, le Danemark, la Suède, Pays-Bas, Finlande, qui grosso modo, eux, sont pas attachés à une PAC forte. Ils ont les moyens eux-mêmes, s'ils veulent mettre en place une politique agricole, de la financer eux-mêmes. Et donc, les propositions de la Commission européenne, à ce stade, leur conviennent bien. Il y a ceux qui sont en faveur d'une PAC forte et qui voudraient qu'on ait de nouveau deux piliers et un budget plus important pour la PAC. On va trouver les pays de l'Est essentiellement. Et puis, il y a des pays qui ont une position plus intermédiaire. Là, on va trouver la France et l'Irlande qui ne s'oppose pas à ce qui est proposé, l'architecture de la PAC dans le PPNR, mais il voudrait quand même conserver plus d'éléments communs à la future PAC, laisser moins de marge de manœuvre aux États membres pour éviter de créer trop de distorsions entre les États membres. Mais en tout cas, on constate quand même qu'il y a des divergences, et comme il y a des divergences, au niveau des États membres, on les retrouve au niveau des députés européens qui seront codécideurs en la matière et du coup, forcément, une perte d'influence au niveau du Parlement européen, au niveau des ministres. Et donc, c'est la Commission européenne qui est en position de force, puisque la Commission européenne, ils sont tous en phase pour défendre la proposition qu'ils ont mise sur la table et donc, ouais, je ne sais pas ce que ça donnera, mais en tout cas, ça ne préjuge rien de bon pour l'avenir de la PAC au-delà de 2034, puisque
Là, on voit bien que on baisse le budget qui sera consacré à la PAC. Il y a quand même de moins en moins de caractères communs. Et on peut se dire que si ce type de PAC est adopté en 2027, bah, c'est peut-être le début de la fin de la PAC, parce que s'il y a il y a les États membres qui en gros ne veulent pas mettre plus de budget pour la PAC parce que eux-mêmes, soit ils sont pas attachés à une politique agricole, ils considèrent que c'est pas utile, soit ils se disent que bon, ils peuvent le faire eux-mêmes et qu'ils n'ont pas besoin de consacrer du budget européen à ce volet-là, que la priorité européenne, c'est plus l'agriculture, c'est d'autres sujets, c'est la défense, c'est éventuellement la compétitivité, l'innovation dans d'autres secteurs, dont celui de la défense hein, ou autre, mais pas la PAC. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas très optimiste, à mon avis, ce qui se passe aujourd'hui pour l'avenir d'une politique agricole forte au niveau européen pour les prochaines. Il y en aura une là à partir de 2028, c'est sûr. Après, je ne sais pas. Voilà, j'ai débordé un peu, mais désolé pour le retard. Donc, je vois qu'il y a juste une question d'Anthony, action agro-environnementale, paiement annuel ou sur contrat de 5 ans ou au choix. Eh ben, c'est pas très clair, hein. Bon, pour le premier niveau, les engagements volontaires, ce serait plutôt des paiements annuels. Pour le contrat de transition là, qui serait proposé avec un plan d'action proposé par l'agriculteur, en théorie, ça peut être un versement sur les 7 ans que dure la programmation. Enfin, sur la durée de la programmation, s'il y a une année de transition, ce sera 6 ans, mais il n'y a pas la notion de contrat de 5 ans. Voilà. Eh ben, merci pour votre participation. J'espère que ça vous a un peu éclairé sur les discussions en cours et donc on verra dans les mois qui viennent où on atterrit. Bonne fin de journée à tous.